Allez, bah écoutez, il est 59 je crois, donc on va pouvoir commencer. Euh, je suis super content d'être à Bordeaux-IO cette année, surtout parce que je suis toulousain, déjà, par défaut, et que j'aime bien Bordeaux, contrairement à ce qu'on pourrait croire. J'y étais la semaine dernière 2 fois et je reviens encore la semaine prochaine une fois, donc je connais bien le trajet à Toulouse-Bordeaux. Et je travaille chez Microsoft. Voilà, je suis le mal incarné, regardez-moi. Voilà, ça s'est fait. Et en plus, je travaille chez Microsoft depuis 4 ans et j'ai fait toute ma carrière à Toulouse dans une SS2I, dans des SS2I, on va dire, qui était plus ou moins tournée dans les technos MS. Donc, j'ai bien vu l'évolution des technos. Je suis fondamentalement développeur. Donc, mon job à moi, c'est de faire du dev. Et je suis évangéliste technique. Alors, j'espère que ça ne choque plus personne de dire évangéliste. Ça a choqué il y a quelques années. Aujourd'hui, il y en a partout, chez Facebook, chez Google, ou vous appelez ça des advocates maintenant. Bon, bref, je suis évangéliste technique et mon job, c'est bien de montrer aux communautés, de promouvoir la techno au sens large du terme. Vous savez qu'aujourd'hui, on a beaucoup changé chez MS. En tout cas, j'espère que ça se voit un petit peu. De ce que j'en lis, de ce que j'en entends, ça se voit un peu. C'est grâce aussi à l'arrivée de notre nouveau patron, Satya Nadella. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup plus dans l'ouverture. Vous savez qu'aujourd'hui, on est les premiers contributeurs sur GitHub. On a beaucoup de choses sur GitHub en open source. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est assez sympa, qui est donc le futur de JavaScript et aussi TypeScript 2, qui est une version qui est sortie il y a à peu près 3 semaines. Et on parlera aussi de ce que c'est que les transpilers. Voilà l'idée. J'ai que 50 minutes, c'est un talk que je fais en 2 heures en général, donc il va falloir que j'aille un petit peu vite. Donc j'espère que je vais y arriver. Si vous avez des questions, je ne sais pas si je vais réussir à en répondre, mais on pourra toujours en discuter après dehors. Voilà l'idée. Alors, est-ce que vous connaissez ces types-là? Celui de gauche, le premier, Brendan H. C'est le monsieur qui a créé JavaScript. Donc, il a créé JavaScript il y a quelques années. Il l'a créé en un week-end. En 48 heures, il a créé la première stack JavaScript à l'époque. Donc aujourd'hui, évidemment, ça a beaucoup évolué. Il a été notamment CTO et CEO de la fondation Mozilla. Et il a créé son... Alors, il n'est plus chez Mozilla pour une sombre histoire politico-sensible. Et il a fondé sa société qui construit un navigateur qui s'appelle Brave, que vous pouvez télécharger, et qui se veut anti-cookie, anti-traçage, etc. Et le monsieur à côté, celui de droite, alors si vous ne connaissez pas celui de gauche, celui de droite, je suis pas sûr non plus. Donc lui, c'est Anders Ellsberg, donc à prononcer à la polonaise, qui est donc un mec de chez Microsoft, qui est un technical fellow chez Microsoft et qui est le créateur de C Sharp. Donc c'est le papa de C Sharp et qui est aussi le papa de TypeScript, qui est donc lui qui gère l'équipe TypeScript chez Microsoft. Il est technical fellow chez nous, c'est le plus haut level technique chez MS. Alors pour devenir les technical fellow, donc ce titre-là, qui est une reconnaissance, il n'y a que Bill Gates qui pouvait le décerner. Donc Bill Gates, vous le connaissez tous, hein, il fait plus partie de Microsoft, donc il y a de moins en moins de technical fellow. Il fait partie d'un des rares, ils sont à peu près 4 ou 5 sur 170 000 employés, à être fellow chez Microsoft et à avoir encore une équipe qui produit quelque chose. Et qui a donc fait TypeScript. Donc JavaScript évidemment, qui est aujourd'hui le premier langage du monde. Je vous mets plein de frameworks qui sont aujourd'hui utilisés. Les 3 premiers étant ceux que moi j'utilise, on va dire par ordre de préférence, mais il y en a plein d'autres évidemment. J'ai mis que quelques exemples. Donc React, Angular 2, jQuery, etc. Aujourd'hui, ES6, donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui, ES6, ES7, c'est la plus importante mise à jour de JavaScript. On va changer un peu notre fusil d'épaule. En tout cas, c'est Brendan qui le dit, qui aujourd'hui gouvernement dire on veut aller plus vite. Aujourd'hui, on va essayer de sortir des mises à jour à peu près tous les ans. Le VSI, c'est un peu une exception dans le pipe. Ils vont essayer de changer un petit peu l'ordre des choses. Alors pour vous donner un petit peu l'évolution, hein, ES3, ES5, ES6, ES7 et demain ES8, pardon. J'en arrête là. Donc ES6, la plus grosse mise à jour qui existe aujourd'hui sur ECMAScript. ES4, on l'oublie puisque ça a été un gros fail. Ils ont essayé de sortir ES4, ça n'a pas marché. Ils avaient un trop gros scope. Ils voulaient déjà rapporter ce qu'apporte aujourd'hui ES6 et voire demain ES7. Donc ils sont directement passés à ES5. Et aujourd'hui, on est déjà à ES7 pour ceux qui veulent. Tout le monde travaille aujourd'hui sur ES5 globalement, alors que ES6 est sorti l'année dernière. C'est entièrement aujourd'hui implémenté dans les navigateurs à 90-95%. Et la spec
ES7 est sorti au mois de mai. Et donc on est au mois d'octobre. Vous voyez un petit peu le décalage. Alors toujours pareil, quand on sort une spec qui est validée, il faut que les navigateurs l'implémentent. Et ça prend à peu près un an. Donc ES6 est entièrement implémenté aujourd'hui, à 98%. ES7 est en train d'être implémenté. ES6, comme il y a beaucoup de choses à implémenter dessus, forcément le navigateur a mis du temps à l'implémenter. ES7, il y a peu de choses, puisqu'on a dit qu'on allait beaucoup plus vite dans les releases, et il y aura une implémentation qui sera beaucoup plus rapide. Si jamais vous voulez voir où en est l'implémentation dans les navigateurs, vous allez directement sur ce site-là, et vous aurez toutes les infos. C'est moche à mourir, mais ça, plutôt, ça marche bien. Vert, c'est bien, et rouge, c'est pas bien, hein, globalement. Voilà. Alors, donc Brendan, dans la dernière conférence qu'il a fait, vous savez que ECMAScript 6, c'est ES 2015, ECMAScript 7, c'est ES 2016. C'est un peu compliqué, ça ne rentre pas dans Twitter. Donc, je vous propose, jusqu'à la fin de la conférence, de dire ES6, ES7, ça sera beaucoup plus simple pour moi, et ça sera beaucoup plus simple à comprendre. Et en plus, comme c'est lui qui le dit, j'ai tendance à le croire, ça rentre mieux sur Twitter. OK. L'émergence des transpilers et TypeScript 2. Alors, peut-être que vous avez entendu parler de transpiler et de compilateur. Est-ce que vous savez la différence entre un transpiler et un compiler? In English in the world. Alors, je vais vous la donner. Alors, ça fait parler en soirée, ça ne sert pas beaucoup souvent, mais ça peut aider. Le transpiler, il permet de créer à partir d'un source code un autre source code dont la base est la même. Un compiler, il transforme un source code en un autre source code, que ce soit du binaire ou pas, et qui permet globalement d'avoir une étape supplémentaire dans notre production. Aujourd'hui, si je prends TypeScript 2, alors TypeScript tout court, c'est de l'ECMAScript 6 qui est typé, donc on peut dire que c'est un transpiler, parce que du début à la fin, je reste dans du stack JavaScript. Si je prends un compilateur C# ou Java, on arrive à du code machine, qui est de l'assembleur, donc là on compile, puisqu'on change complètement. Encore une fois, vous entendrez souvent transpiler ou compiler pour TypeScript ou pour Babel ou pour tous les autres outils, CoffeeScript et compagnie. C'est juste, voilà, c'est juste pour une syntaxe à connaître. Elle n'est pas très importante, mais en tout cas, voilà. D'ailleurs, si on parle de TypeScript, pourquoi est-ce qu'on a sorti TypeScript? Pourquoi est-ce que les transpilers commencent à exister? C'est parce que JavaScript, c'est un langage qui est extrêmement puissant, mais qui est un peu permissif. Hein, hop, je rajoute ma propriété à la volée, puis j'ai mis un string, puis j'ai mis un int, et puis après, on sait très bien ce qu'on fait. Pourquoi est-ce qu'on dit que TypeScript, c'est du JavaScript qui scale? Parce qu'on va normer tout ça, on va utiliser ping pour pouvoir justement faire des gros projets dessus. Donc évidemment, donc TypeScript, je vous l'ai dit, est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas TypeScript? Non, je ne sais pas dans quel sens je le donne. Est-ce qu'il y en a qui connaissent TypeScript? Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout? Ok, ah c'est bien, c'est plutôt l'inverse, donc c'est plutôt cool. Donc TypeScript, pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet globalement d'écrire du JavaScript propre, donc qui dit qui scale, et on va le transpiler en JavaScript. TypeScript, au départ, c'est du JavaScript ES6, mais qui est typé. Ça marche n'importe où, évidemment, puisqu'on écrit du JavaScript, donc je vous passe la rhétorique, ça marche sur n'importe quel navigateur, ça marche sur n'importe quel OS, via le browser évidemment. C'est open source. Donc encore une fois, TypeScript, si vous voulez voir comment c'est fait, vous allez sur le GitHub de Microsoft. On est les premiers contributeurs GitHub, ça a été annoncé il y a, je sais pas, il y a 1 ou 2 mois, c'est plutôt cool. J'étais assez content d'entendre ça. Bon, on s'est fait bâcher parce qu'apparemment les compteurs ont pas été relevés, mais bref, on est quand même pas mal présent, ce qui est plutôt cool. Du coup, avoir des types statiques, ça va permettre d'amener beaucoup de choses dans votre expérience de codeur, notamment du débugage. Et en plus, comme vous transpilez votre code TypeScript vers JavaScript, on va pouvoir le transpiler vers différentes versions d'ECMAScript. ES3, ES4, ES5, ES6. J'ai dit ES4, personne n'a réagi. ES4 n'existe pas, voilà. Tant pis, c'était bien tenté. Et voilà un petit peu l'idée. L'idée, c'est de dire que l'état de l'art, aujourd'hui, on en est là. Mais lorsque vous travaillez, alors l'état du web côté serveur avec Node.js, c'est plutôt ça. Et lorsque vous travaillez, vous êtes là. Alors, en tant que développeur, moi, j'aime bien être plutôt à droite plutôt qu'à gauche. Hein. Et globalement, ici, c'est ça un petit peu l'idée. C'est de remplir ce gap-là. Vous prenez TypeScript, vous écrivez côté à droite et vous transpilez pour les navigateurs côté gauche. OK ? Voilà l'idée. Et on va continuer comme ça au fur et à mesure du temps. L'IDE pour faire du TypeScript, c'est celui que vous voulez. Globalement, que ce soit... Alors moi, j'utilise VS Code, qui marche sur Mac et Linux, évidemment. Mais vous pouvez utiliser, j'ai utilisé pendant des années Sublime, évidemment.
j'ai fait une conférence à l'EclipseCon et j'ai fait du TypeScript sur Eclipse. Bon, j'en ai pleuré du sang, mais j'y suis arrivé. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Alors, le slide est un peu faux puisque la version 2 a été annoncée il y a à peu près 3 semaines, donc on en est à la version 2.0 de TypeScript. Je l'ai annoncé, je faisais cette conf-là à Société Générale à Paris et ça a été annoncé pendant la conf. Du coup, j'ai pas pu modifier les slides en direct, mais c'était assez sympa, assez marrant. TypeScript 2, qu'est-ce qu'il amène? Je vous ferai deux, trois démos, notamment les types non nullable. Ça, je vous le ferai la démo, c'est assez sympa à regarder, qui permet un petit peu de se sortir les doigts de undefined et de null, qui a tendance un petit peu à nous compliquer la vie. On a du flow. Alors ça, vous connaissez si vous utilisez déjà Flow, on l'intègre nous déjà dans VS Code. On a async await, on a d'autres choses, des priorités read-only, etc. Et TypeScript 2.1 qui évidemment est déjà en cours de développement, qui en apportera d'autres. Alors, je vous ai dit qu'on avait parlé un petit peu du futur de JavaScript, je vous ai parlé de TypeScript, je vous promets que je vais faire des démos, je vais essayer d'aller un petit peu vite pour gagner du temps. D'après vous, quelles sont les features qui sont les plus plébiscitées, qui ont été les plus plébiscitées dans ES6 aujourd'hui? Alors, dites-moi, il y en a 3 globalement, quand on regarde. D'accord. Non, toujours personne? Ouais, non, c'est pas celle-là. Ouais, je vais vite parce que j'ai pas trop de temps. Donc les 3 principales, c'est les modules, évidemment. Ça vous paraît bête comme ça, mais les modules, ça n'existait pas avant. Vous avez les classes. Alors, JavaScript est un langage objet même avant les classes, un modèle de prototypage, mais aujourd'hui on a en plus les classes. Et les promises. Ça, ce sont les 3 features qui sont les plus utilisées dans le S6. Mais vous n'avez pas que ça. Vous avez aussi le const qui permet d'avoir des propriétés qui sont read-only. Vous avez le let qui permet enfin d'avoir un scope normal quand on déclare une variable dans une boucle. Vous avez les eurofunctions, comme on l'a vu, les default parameters, etc. Pour aller vite. Et après, pour ES7, donc la spécification est sortie. Vous allez sur le GitHub pour voir où est-ce que ça en est. Globalement, l'implémentation, alors ça c'est une règle générale. Quand vous regardez une spec, l'implémentation, vous avez un niveau qui va de 1 à 4, proposition, brouillon, candidat ou terminé. Globalement, pour savoir ce qui va arriver dans ES8, ben vous regardez celles qui sont au niveau 3. Si vous êtes encore en niveau 1, c'est plutôt mal barré. Alors c'est bête parce que moi je vais vous faire une démonstration sur les décorateurs qui devaient arriver en ES6, qui ont été repoussés en ES7 et qui ne sont toujours pas en ES7. Donc ce que je vais vous montrer tout à l'heure, ce sera pour du ES 9 ou 10. Mais comme on va vite, globalement tous les ans, j'ai bon espoir d'avoir moins de cheveux, d'avoir encore quelques cheveux, voir s'ils sont blancs, et je pourrais peut-être faire des démonstrations sur les décorateurs sans passer par un transpiler. Allez, ES6, donc voilà des choses qui sont arrivées dans ES6. Donc les itérations, enfin pouvoir parcourir une liste sans avoir besoin de récupérer que l'index pour aller récupérer la valeur dans le tableau. Vous avez les paramètres par défaut qui permettent enfin de ne pas vérifier if undefined, je sors, ou ce genre de choses-là, où je mets une valeur par défaut. Vous avez le map et le set. Donc le map permet d'avoir une collection d'éléments qui sont uniques. Donc dans l'exemple là, je rajoute 2 fois hello, mais la longueur du tableau est égale à 2. Et après, vous avez le map qui permet d'avoir une collection per clé valeur. Donc super pratique. Alors j'ai encore l'habitude de créer mes tableaux comme ça, mais c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Alors est-ce que les eurofunctions, c'est une nouveauté aussi qui arrive dans S6, qu'on connaît déjà dans C# depuis pléthore de temps, et qui existe aussi en Java. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout? Ah c'est bien. Alors je vais aller vite. Du coup ici vous avez une fonction dans laquelle, quand on écrit du JavaScript classique, j'ai un map qui va me renvoyer des personnes dont le nom commence par A. Donc vous voyez comment je l'écris, je fais un map, je passe une fonction qui prend un paramètre et je fais un return. Quand on écrit une eurofunction, on va simplifier tout ça. Première chose qu'on va faire, d'abord je vais faire un map, je vais remplacer le fonction de P, je vais mettre une flèche. Alors égale flèche avec un paramètre et je fais un return. C'est la même chose. C'est juste plus facile à écrire. Et après, comme j'ai qu'une seule instruction dans ma fonction, je peux directement l'écrire comme ça. Et à lire, je trouve même ça plus élégant à lire qu'une fonction complète, et à écrire, je vous en parle pas. C'est du sucre syntaxique. Chose, les eurofonctions, qu'une fonction pareille. Presque. Vous avez tous pleuré du sang comme moi quand je vous ai parlé d'Eclipse, avec le this en JavaScript. Vous savez que le this, il faut le mettre dans une variable pour pouvoir le réutiliser parce qu'on change de scope quand on rentre dans une fonction, blablabla. Les eurofunctions vous permettent de garder le contexte à plan.
Donc ce que j'ai écrit ici et ce que j'ai écrit à côté, c'est la même chose, sauf que quand je fais une eurofunction, je n'ai pas besoin de stocker le this. Okay, donc l'eurofunction, c'est du sucre syntaxique, sauf qu'en plus, il garde le contexte. Combien de fois j'ai écrit des eurofunctions et que je ne fais pas gaffe aux this? C'est un truc de débile. Et du coup, je suis sauvé. Ok, les string templates, ça aussi, éviter, enfin ne plus avoir besoin d'écrire plus, je reviens à la ligne, je rouvre les guillemets, je continue, plus, je reviens à la ligne, je rouvre les guillemets, blablabla. Vous utilisez le tilde, vous savez, cette fameuse touche qu'on n'utilise jamais, et quand on a clavier français, quand on l'écrit une fois, ça écrit 2 tildes. Donc c'est Alt 7 sur mon clavier. Donc voilà, ça permet d'avoir ce genre de syntaxe-là, et en plus de pouvoir injecter à l'intérieur des valeurs de votre objet courant, par exemple, avec le $. Voilà qui est fait. Donc vous voyez qu'ici sur le getObj, je renvoie la valeur via une array function. C'est plutôt sympathique à écrire. Voilà qui est fait. Enfin, évidemment, les classes. Alors vous êtes tous des développeurs dans la salle, donc je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce que c'est qu'une classe. Mais en tout cas, ça, c'est du JavaScript en ES6 qui est plutôt cohérent. Donc vous avez en plus la possibilité d'écrire des accesseurs avec le get et le set. Vous avez des propriétés statiques qui permettent de récupérer directement une instance de mon shape dans ce cas-là. J'ai pas mis là, mais vous avez aussi les read-only qui permet d'avoir des valeurs qui sont de type en lecture seule. Les modules par défaut, c'est implémenté dans ES6, mais ça n'existait pas avant. Il y avait ce qu'on appelle des polyfills qui existaient déjà. Donc les plus connus sont CommonJS, qui est donc l'implémentation des modules par Node.js d'un côté serveur. Et après, vous avez AMD, Asynchronous Module Definition, qui est une spec pour la partie cliente, qui est notamment utilisée dans un framework qui s'appelle Require.js, que vous connaissez peut-être. Ça, dans ES6, c'est implémenté par défaut, et vous n'avez plus besoin d'utiliser ça quand vous faites du ES6 pur. Voilà qui est fait. Et alors, je vais parler des modules. Tout le monde connaît les modules, pareil. Encore une fois, j'essaye d'aller assez vite. Il me reste 32 minutes, c'est bon. Donc les modules, c'est cette fameuse syntaxe qui permet d'importer une classe, enfin en tout cas un objet, un fichier JavaScript dans un autre. Alors ça marche très bien parce que ce côté Node.js, on n'a pas de page HTML et on ne peut pas faire des balises script, d'où l'intérêt du module. Et on a du coup le support sur la partie front, évidemment. Est-ce que vous connaissez la différence entre ces trois syntaxes-là? La première, j'ai des accolades. La deuxième, j'ai un as, mais ça s'y ressemble. La troisième, j'ai un étoile avec un as, mais j'ai pas d'accolade. Ok, donc whatever. Et puis après, la quatrième, c'est carrément, j'ai plus rien, j'ai juste un mot. J'ai pas d'accolade, j'ai pas de as, et ça fait à peu près la même chose. Je vais vous faire une démo pour vous montrer ce que c'est que la différence entre tout ça. Et bien voilà, c'est parti. Alors je m'assois du coup pour coder, c'est plus facile. J'espère que. Bon, je suis assez grand, donc normalement, vous devriez me voir. Alors, vous faites comme vous voulez quand vous développez. Moi, j'utilise VS Code. Donc ici, je suis sur mes démos. Alors, je vais faire ça où? Je vais faire ça ici. Donc je vais faire. Alors je vous montre en plus, ça me permet de vous montrer un petit peu comment moi je travaille quand je fais ce genre de truc là. Donc je vais mettre Bordeaux.io. Voilà qui est ici. Je vais mettre ici, hop, un petit outil en ligne de commande. Alors, je suis sur Windows, j'ai pas Bash, enfin, j'ai pas encore installé Bash for Windows, mais vous pouvez le faire. Donc moi, quand je commence à travailler, eh bien, je vais faire d'abord du npm, on est d'accord? Je mets -f pour aller plus vite, ça prend 5 minutes qui me demande tous les paramètres, nom, prénom, âge, qualité, sexe et ville. Si tu veux bien avancer. Voilà, c'est bon. Et après, moi, je vais faire du TypeScript. Je vais vous montrer TypeScript. Donc, je vais faire pareil. Je vais faire un TSC. Alors là, c'est --init. Et ça, il faut le savoir aussi. Et ça me génère mon fichier de configuration. Et je joue ça avec mon code, mon VS Code. Donc, ça m'a juste généré hop, qui est ici, celui-là. Ça m'a juste généré deux fichiers de configuration. Donc, mon package.json. Je vais faire du Node pour aller plus vite. Et après, mon tsconfig. Et donc après, je vais commencer à travailler. Je vais donc faire un index.ts. Je vais donc écrire du TypeScript sur ce coup-là. Et après, je vais écrire aussi un fichier que je vais appeler person.ts, sur lequel je vais pouvoir travailler aussi. Alors, attendez, on est comme il faut, c'est pas très grave. Je vais donc maintenant écrire du code en TypeScript et je vais vous montrer ce que ça va donner en JavaScript. Pour ça, je vais utiliser une ligne de commande qui va générer à partir de mon TypeScript le fichier JavaScript. Pour ça, je fais un tst.exe et chaque fois que je modifie du code, il faut que j'aille le relancer à la main. Ou alors, j'ai une directive qui me permet de lancer ça en continu et dès qu'il voit un fichier qui bouge, il le recompile. Donc je suis ici dans ma ligne de commande et je vais lui dire tst-w pour le watch mode. Je le lance et je l'oublie. Donc ici, il m'a généré un fichier JS qui est vide. Donc ici, si je fais une classe,
Alors je vais l'exporter parce qu'on va s'amuser avec. Je vais faire une classe qui s'appelle personne. Vous avez compris. Et après ici, je vais donc lui mettre un constructeur. Alors il est bien d'accord qu'ici, je suis en train d'écrire du TypeScript. Mais le TypeScript, je vous l'ai dit, c'est du JavaScript juste détypé. Donc je peux par exemple ici écrire que je vais lui passer un first name qui est donc de type string. Je vais écrire et un last name de type string aussi. Hop, ça c'est mon constructeur. Je vais donc le mettre ici dans deux variables que je vais exposer, qui vont être last name, voilà, string, et first name, string aussi. Et après, je vais faire un this. Alors le this ici, il est toujours global à mon objet. Et TypeScript, il verra si j'ai besoin de générer le var underscore this ou pas. Moi, en TypeScript, j'ai this tout le temps, comme dans n'importe quel langage manager. C Sharp, Java. Donc, l'intelligence, moi c'est pas mal. Voilà, prends name et this last name, prends last name. Et après, je vais faire une méthode juste pour get full name. Hop, hop. Je vais faire un return, donc tilde. Voilà. Donc, personne. Point, dollar, crochet, point, name. Dollar, crochet. Vous imaginez pas le nombre d'erreurs de syntaxe que je ne fais plus. Et voilà. Donc là, je sauvegarde. Et voilà. Je vous montre ce que ça donne donc en JS, en ECMAScript 5. Donc là, vous n'êtes pas étonné. Je retrouve donc une fonction qui, avec une closure, à laquelle j'ai déclaré deux variables dans le constructeur de ma fonction, et qui permet de l'exposer. Ça, c'est de ES5 tel que vous l'écrivez. Comment est-ce que je veux le voir en ES6? Eh bien, tout simplement, je viens dans mon fichier configuration ici, et je lui dis, passe-moi tout ça en ES6. Je sauvegarde. Automatiquement, le watcher a vu que j'avais un fichier qui était modifié. Il se souvient dessus. Voilà la même version en ECMAScript 6, en ES6. La seule différence avec mon fichier TypeScript, c'est que juste je ne fais pas typer. Okay. Comment est-ce que je fais pour l'utiliser dans mon index.js ici? Je vais faire un import. Alors là, vous pouvez faire donc un import. Bon, bref, un import from. Ça s'écrit comme ça. /person. Et ici, je vais mettre, je veux importer le fichier personne. Hop, un peu d'intelligence. Pour ne pas gâcher. Et après ici, ce que je vais dire var p égale new person. Le constructeur, donc mon nom c'est Sébastien, mon prénom, pardon. Je vais écrire mon prénom en général. Hop, et voilà. Et après, je vais faire un console.log de tout ça. Name. Comment est-ce que je fais pour utiliser ça dans Node? Il ne me reste plus qu'à lancer mon serveur Node. Alors, je peux faire un Node de mon application, ou alors je peux utiliser le debugger qui est dans VS Code. Donc, je vais le lancer. Je lui dis que je suis Node.js. Il me dit globalement, qu'est-ce que tu veux lancer index.js avec les arguments qui sont derrière. Donc, ça, c'est cool. Et maintenant, regardez ce qui est sympa, c'est que je peux faire aussi du débugage. Alors d'abord, je vous montre comment ça marche une fois que c'est fait. F5. Donc si je ne suis pas trompé, je devrais avoir ici mon console.log. Il faut que je vous montre la console, sinon on ne va pas y arriver. Alors, j'ai une erreur. Alors, je vais aller plus loin parce que je ne peux pas débugger encore. Pourquoi? Parce qu'il faut faire le lien entre le fichier TS et le fichier JavaScript. On fait ça par ce qu'on appelle des fichiers de map. Donc ça, il faut juste l'activer ici. Donc ici, vous activez ici les fichiers de map qui sont ici. Donc là, ça veut dire qu'il va les utiliser. Et après, en TypeScript, je veux dire de les générer. Bon, je vais repasser un ES5 pour vous montrer la différence. ES5. Voilà qui est fait. Donc normalement, maintenant, je devrais pouvoir mettre ici, par exemple. J'ai plus rien là. Pourquoi est-ce que j'ai plus rien? Je ne l'ai pas sauvegardé, c'est ça? Ah, j'adore quand ça marche comme ça. Bon, je vais le refaire alors. Hein. Import, hop, from./person. Alors c'est bien, ça me fait gagner du temps, c'est cool. Voilà. Tac. Var p égale new person. Heureusement que j'ai pas trop écrit grand chose. Sébastien.
Pour le replay pour voir que je me suis loupé, parce que vraiment ça fait bizarre. Hein. Get.name. Hop, et voilà. Donc c'est bon, c'est compilé, tu m'as généré le code, ça me paraît pas mal. Alors, on essaye maintenant de lancer tout ça. Voilà, donc j'ai mon nom qui s'écrit bien, ça c'est cool. Et si jamais après maintenant vous voulez mettre du débugage, je peux mettre ici un point d'arrêt qui va me permettre maintenant d'exécuter mon code et de m'arrêter et de faire du pas à pas. Donc ici, je peux même avoir ici l'ensemble de mes valeurs. Je peux mettre des watchers, je peux mettre des... je peux même ici mettre des espions qui me permettent d'évaluer des fonctions, des méthodes ou récupérer des propriétés. Donc une expérience qui est plutôt sympa quand on écrit du TypeScript, tout ça parce qu'on a juste typé un langage. Et encore une fois, vous restez maître de ce que vous allez générer, puisque derrière, c'est du JavaScript qui est généré, qui est plutôt bien écrit et qui match la version que vous voulez. Pardon. Alors, 24 minutes, c'est bon. Ah oui, donc les modules, donc je vous ai montré. Alors, je vais aller un petit peu plus vite du coup, parce que je ne vais pas avoir le temps, sinon ça va être la mort. Oh, si, je vais quand même le faire. Je suis ici. Donc les modules, cette fameuse syntaxe que j'ai écrite ici. Globalement, ici, si je fais, pour vous montrer un petit peu l'idée, ici, je crée une nouvelle vous y voyez bien au fond, là, au niveau du zoom? Je zoome un peu. Un petit peu. Ça va mieux, là? Ah, il fallait gueuler. Hein. Si je fais export classe méga long, je ne vous conseille pas d'écrire ce genre de classe là, hein, méga long class avec un nom long. Voilà. Donc là, je vais remettre dedans. Vous imaginez le truc. Si je veux l'importer maintenant côté ici. Donc bon, là, je suis cool parce que j'ai l'intelligence qui arrive. Donc ça, c'est plutôt couche pour moi. Voilà. Mais si jamais vous ne voulez pas l'utiliser comme ça quand vous allez faire un var new, vous pouvez faire un as ici. As MLC. Du coup, ici, ce que je fais ici, je fais un var t égale new MLC et ça marche. Et ça, c'est la première façon de faire un import. La deuxième façon, c'est de dire, imaginez que vous ayez un fichier dans lequel vous avez 18 classes. Vous pouvez faire ce que j'ai fait, ou alors, vous pouvez le faire comme ça. Je fais un import. Alors, import from./person. Et ici, au lieu de mettre ça entre crochets, je vais faire un étoile. Seulement, quand je fais un étoile, il me dit, c'est bien de faire un étoile, tu vas tout exporter, mais il faut le mettre dans un alias. Je fais un as, je vais appeler ça M, par exemple, pas M. Et donc ici, je fais ici maintenant mon new person ne fonctionne pas. C'est new t point et vous avez l'ensemble des classes que vous avez exportées. Ça, c'est la deuxième façon de voir les exports. Donc ça marche plutôt bien. Et la troisième façon de faire, c'est celle-ci, c'est de dire globalement ici, j'ai. Alors c'est ce qui est plutôt préconisé quand on n'a qu'une seule classe par fichier. Si vous en avez plusieurs, c'est pas bon, mais si vous n'en avez qu'une seule, donc je dirais celle-là, c'est de dire ici, cette classe-là, c'est la classe par défaut de mon fichier. Donc ici, je vais juste la marquer en tant que default. Et après, du coup, à l'import, j'ai plus besoin de m'embêter à faire ce que j'ai fait ici. Je fais directement ici import. Alors je vais y mettre personne, from, uniquement parce que je l'ai déclaré en tant que export par défaut. Et là, ça continue à fonctionner. Sauf que ce personne ici, c'est juste un alias en fait. Hein. J'aurais pu très bien l'exporter comme ça. Hein. People. Et après, je fais un new people. Voilà différentes façons d'écrire des imports et des exports. Et du coup, vous comprenez bien cette syntaxe ici. Là. Voilà. La première, c'est j'exporte le nom de la classe, mais je suis obligé de toutes les mettre. La deuxième, c'est un alias, tout bête. La troisième, j'exporte tout, mais je mets ça dans un alias. Et la quatrième, j'exporte la valeur par défaut. Ça a plus écrit pour vous, ça me fait plaisir. Allez, je continue. L'asynchronisme. L'asynchronisme, vous êtes tous rentrés un jour là-dedans, le fameux callback L, qui dit je fais ça, et puis je récupère, et puis j'enchaîne sur autre chose, sur autre chose, sur autre chose, sur autre chose. Donc ça, c'est la mort. Croyez-moi, j'en ai écrit, ça rentrait dans l'écran, avec le slider, c'est chiant. Mais ça a été une horreur pour moi dans mes jeunes années. Aujourd'hui, tout ça, c'est fini, évidemment. Aujourd'hui, on a les promesses qui permettent globalement d'avoir un zen et d'enchaîner sur la suite. Et ce que va apporter les prochaines versions d'ECMAScript, c'est ce qu'on appelle async await. Async await, ça existe déjà en C# depuis longtemps.
Ça existe aussi en Java. Donc, est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout async await? Ok, donc je vais vous faire une démo. Alors ça, c'est une promesse. Alors ça, j'ai pas le temps, c'est sûr. Hein. Donc async await, ça va arriver dans ES7. D'accord? Sauf que moi, je suis en TypeScript, que nous, on l'a déjà implémenté, et que comme je peux le transpiler vers ES5, ES6, je peux déjà écrire du async await, sans me préoccuper du support de ES7 dans les navigateurs. On est bien d'accord là-dessus? Donc du coup, ici, ce que je peux faire, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc il va être ici, async await. Donc voilà ici, un truc qu'on fait tout le temps. Donc je vais encore zoomer pour ceux du fond, qui n'aiment pas être devant. Ça, c'est HTTP GET, vous l'avez tout fait. Une fois, globalement ici, j'ai une HTTP qui va me renvoyer via une promesse que je récupérais. Et après, j'ai un HTTP GET JSON qui va juste faire la même chose, va renvoyer l'HTTP GET, mais va le renvoyer sous format JSON. Il va juste vérifier que j'ai bien appelé un fichier JSON. Et à l'utilisation, ça ressemble à ça. D'accord? Si maintenant, alors je vais vous mettre en deux, je vais mettre deux écrans. Si maintenant je vous montre la même chose avec un async await, normalement, au départ, il y a toujours quelque part une promesse. C'est des fichiers par défaut. Et après, quand je veux la synchroniser, donc ce qui est intéressant, c'est HTTP GET JSON ici. Voilà les deux. Pardon. Voilà les deux fonctions entre gauche et droite, entre le fait de faire avec du Zen et le fait de passer par un await. Vous voyez comment dirais-je, la syntaxe, encore une fois, est beaucoup plus élégante. Ça reste du truc syntaxique, et ça permet de ne pas avoir, encore une fois, même quand on est dans du promesse, d'avoir besoin de faire du callback dans tous les sens. On fait un await, on attend, et on passe à la ligne d'après et on continue. D'ailleurs, à l'utilisation ici, voilà comment est-ce que je fais un HTTP GET avec la version promesse. Et en HTTP en async await, ça continue à fonctionner. Un async await renvoie quand même une promesse. Sauf que maintenant, je peux m'amuser à faire des trucs plus sympas. Pour faire d'asynchrone, il faut que je fasse, je vais passer directement là-dessus, je vais mettre ici, je vais mettre là, là, hop. Donc ici, pour faire une fonction, je vais l'appeler main, ici, et après, je vais faire un return await de http get json2 de toto.json. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors là, globalement, il me dit qu'il ne sait pas faire. Pourquoi est-ce qu'il ne sait pas faire? Évidemment, voilà, merci. Main, parce que je l'ai déjà écrit en dessous. Voilà une fonction async. Et après, pour l'appeler, je fais juste un var json et prend main. Évidemment, comme ça. D'accord? Voilà. Comme ça. Voilà comment est-ce que je fais pour récupérer. Après, j'ai été obligé de mettre un proxy qui fait ma fonction parce que quand je fais un await, il faut forcément qu'elle soit marquée à 5. Mais vous pouvez tout faire en une seule ligne. On va donc faire ici une fonction anonyme avec une lambda qui va donc écrire dans la console avec les string templates ici le résultat et après je vais faire un $await de http get2 de c'est plutôt élégant dans la façon d'écrire du code en JavaScript aujourd'hui. Et là, j'ai utilisé globalement 4 ou 5 nouveautés qui sont arrivées, que vous pouvez déjà utiliser aujourd'hui dans du S5. Si après vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous générez, vous allez voir que suivant si vous êtes sur du S6 ou sur du S5, il va générer ou pas une promesse, ou alors il va rester en async await. Aujourd'hui, comme ce n'est pas encore implémenté, tout est généré en sous forme de promesse. Mais vous pouvez déjà l'écrire en TypeScript. Voilà l'idée. Alors, ça je vous l'ai montré. Donc il me reste 15 minutes. J'avance. Donc après, vous avez d'autres choses qui vont arriver dans ES7, qui sont donc les REST objects, qui va permettre de fusionner deux objets. On peut déjà le faire avec des paramètres, mais demain on pourra le faire avec des objets complets. Vous avez le spread aussi qui permet d'ajouter un objet les valeurs d'un autre objet. Vous en avez une qui est les string additional.
qui permet enfin de ne plus avoir besoin de faire un index of pour savoir si une valeur est incluse ou pas dedans. Encore une fois, c'est du syntaxique, mais c'est plutôt agréable. Vous avez une qui est super compliquée, qui a été implémentée en 2.7. Ils ont dû vachement travailler en termes de brainstorming pour dire que maintenant, au lieu de faire un math pour impôt, on va faire un double étoile. Voilà. Sachez que demain, pour faire de l'exponentiel, c'est plus facile en 2.7. Je ne comprends pas pourquoi ça n'existe pas depuis des années, mais bon, c'est comme ça. Hein. Voilà qui est fait. Autre chose qui est un petit peu plus compliqué, va arriver dans ES7, SIMD, qui est donc Single Instruction Multiple Data, qui permet eh bien, de globalement, alors c'est une collaboration de plusieurs personnes, de Mozilla, de Google et Microsoft, entre autres, et d'Intel, qui permet globalement de dire aujourd'hui, quand on ajoute des valeurs, eh bien c'est linéaire. Je fais la première, je rajoute la deuxième et je continue tant que j'en ai. Aujourd'hui, avec SIMD, on va pouvoir prendre des vecteurs et les additionner l'un à l'autre. Très bien pour les travaux mathématiques, pour tous les moteurs 3D et compagnie, et d'avoir le résultat en une seule instruction. D'accord. Et ça utilisera la cartographie pour faire ce genre de computation. Okay. Donc voilà comment ça fonctionne. Pour pouvoir faire du SIMD aujourd'hui, dans ES7, vous allez utiliser ce genre de fonctionnalité. Là, je ne suis pas en TypeScript, je suis en pur JavaScript. Et vous voyez que déjà en pur JavaScript, je commence à avoir des types du typage en utilisant les instructions SIMD. Voilà qui est fait. Vous avez un truc, alors si ça marche, parce que je ne sais pas pourquoi ça ne marchait pas la dernière fois. Donc vous avez ici un exemple qui fonctionne sans SIMD. Donc vous voyez un petit peu, je suis à 12 fps. Et si j'utilise SIMD, c'est là que ça va péter la dernière fois. Voilà, ça ne marche pas. Donc je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Je ne sais pas s'il n'y a pas une histoire avec le rétroproche quand je fais la démo. Ça marche bien quand je suis tout seul, mais ça ne marche pas quand je le fais. Alors normalement, si vous allez sur ce site-là et que vous testez, vous aurez un FPS qui monte à 30 ou 40 FPS. Alors vous direz pourquoi. Bon, j'ai une version de Edge qui est un peu expérimentale sur mon poste, donc je m'en excuse. Mais globalement, c'est l'idée. Ça marche aussi sur Chrome, sur Firefox évidemment. Hein. Sur Chrome, il faut juste activer la fonctionnalité. Okay. Voilà pour ça. Et enfin, je reviens sur PS cette fois-ci, l'implémentation des nullable types qui permet globalement enfin de comprendre comment fonctionne undefined et nul. Aujourd'hui, lorsque vous déclarez une variable de type number, string ou boolean, vous embarquez toujours undefined et nul. D'accord? Vous êtes en JavaScript. L'idée, c'est de dire, maintenant, alors quand je crée un TypeScript, ce qu'il y a de bien, comme on transpile en JavaScript, on peut très bien dire qu'une variable est de type soit number ou string. Qui permet du coup de le faire de double affectation. Mais vous embarquez toujours undefined ou nul. L'idée, c'est de dire, je vais sortir undefined et nul de mes types, et je vais les mettre en tant que type eux-mêmes. C'est-à-dire que undefined est de type undefined, et nul est de type nul. Ce qui fait que du coup, quand je déclare une variable de type number, elle ne peut pas être undefined, ou nulle. Ça vous paraît peut-être bien quand on fait du langage manager, moins bien quand on fait du JavaScript, parce qu'on sort un peu de ce qu'on fait d'habitude. Vous allez voir que ça va vous aider à débugger votre code. Globalement, maintenant, quand j'active cette fonctionnalité, non-nullable type, eh bien, je veux avoir un number au sens strict de JavaScript, il faut que je mette number ou undefined, hors nul. Je vous montre un petit peu, voilà un string au format JavaScript classique quand on active cette fonctionnalité. Je vous montre à quoi ça ressemble. Ici, alors il faut que j'aille où déjà? Je viens ici, voilà. Ici, j'ai du code. Alors du coup, c'est bête que je fasse ça. D'abord, cette directive n'est pas implémentée aujourd'hui dans aucune des spécifications. Donc nous, dans TypeScript, on a dit on met un flag pour l'activer. Sinon, par défaut, vous êtes normal. Donc là, je vais le désactiver pour vous montrer quelque chose. Ici, voilà du code. C'est du code JavaScript. Je suis dans TypeScript, mais je l'ai juste typé. Ce code-là, vous l'avez tous écrit un jour, il est bourré d'erreurs. Est-ce que vous les voyez? Il y en a au moins 3 ou 4. D'accord? J'ai un countline qui prend un test qui peut être ou pas défini, c'est un tableau de string, et après je compte le nombre de lignes. Je vais maintenant activer string null or undefined pour vous montrer quels sont les bugs de votre code. Alors ici vous avez la directive, donc je l'active évidemment, et lorsque je viens sur mon code, hop, vous avez plein de choses qui se mettent à clignoter. D'abord, il me dit oui, mes textes, potentiellement, il peut être undefined. Ce qui veut donc dire que quand je vais faire un for each là, ça va péter. La première chose à faire ici, on va lui dire
écoute, if texte, en mode texte plutôt, return, je sais pas, return. D'accord? Donc déjà ici, ma ligne a disparu. Parce que maintenant, c'est ce qu'on appelle le flow, le control flow. Maintenant, le compilateur TypeScript sait que quand je suis ici, mon texte ne peut être que de type string crochet. Alors que ici, il était de type crochet ou indif. D'accord? Ici, mon compte, il me dit, ah oui, mais t'es gentil, mais compte, t'as dit que c'était un number, mais tu l'as jamais initialisé. Donc potentiellement, je peux te renvoyer un undefined aussi. Et moi, j'ai dit que ma fonction renvoyait forcément un number. Donc ici, globalement, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, je prends 0, par exemple. Hop, ça fonctionne. D'accord? Et après, j'ai une dernière erreur, je me dis, attention, tu vas potentiellement passer nul dans ton tableau de string, et toi, tu n'attends qu'un tableau de chaîne de caractères. Alors, soit je dis qu'on n'a pas le droit de passer nul, soit je dis, écoute, tu peux me passer nul si tu veux. Donc, c'est soit string, soit nul, puisque nul est devenu un type, et je peux le passer dans mon tableau. Il dit, ah oui, mais du coup, comme tu passes nul, puisque ton appelant a besoin de te passer nul pour fonctionner, là, ta ligne, potentiellement, c'est peut-être nul. Je dis, ah bon, d'accord, ok. Voilà, je fais, d'accord, sois pas vache avec moi, line, end of flow, et voilà. Là, vous avez un code JavaScript qui n'a pas de bug par rapport à tout à l'heure. C'est plutôt pas mal. Et ça, vous l'avez grâce à quoi? Grâce à, un, au control flow de TypeScript, et deux, le typage fort et le nul non-check qui est arrivé avec TS2. Si un jour vous écrivez du code JavaScript, vous pouvez récupérer, je vous mettrai ça sur GitHub. D'accord? Voilà qui est fait. Allez, il me met combien de temps? 8 minutes. Ok, donc async await, je vous l'ai montré. Ok. Donc ça, je vous montre. Pourquoi je suis là, de la vie. Il y en a qui disent sur Windows, je ne l'ai plus. Les décorateurs. Les décorateurs, quelque chose qui va arriver dans ES7, qui permet globalement de décorer, de faire de la programmation par attribut. Vous avez tous connu ça, vous connaissez tout ça sur d'autres langages managés. Alors bon, évidemment, ça devait être annoncé dans ES6, ça ne l'a pas été. Ça devait être dans ES7, ça ne l'est pas non plus. Ça sera dans une version future. C'est déjà utilisé par beaucoup de frameworks, notamment Angular 2, qui est développé par les équipes de Google qui l'ont fait sur TypeScript. Je viens des mots à vous montrer, mais encore une fois, je pense que ça va être un peu juste. Qui permet globalement d'annoter votre code. Encore une fois, comme c'est expérimental, comme c'est pas encore implémenté, comme la spec est à peine en mode brouillon, eh bien, on va activer une directive dans TS pour lui dire active-moi les décorateurs. Les décorateurs, c'est simple, c'est pouvoir faire ce genre @log ici. Vous allez donc dire à chaque fois que tu passes dans getToolName, tu vas loguer tous les arguments qui sont passés, le résultat de la fonction. Et après, j'ai mis un paramètre facultatif qui dit false ou true, qui permet d'activer ou pas le log. Voilà la fonction que vous devez écrire pour pouvoir loguer. Elle vous paraît un petit peu complexe comme ça, mais quand on la lit, elle n'est pas très compliquée. Globalement, il vous passe l'objet qui est passé en paramètre, la propriété, et le descripteur, c'est la fonction. Et globalement, je lui dis, écoute, au lieu de renvoyer la fonction par défaut, tu vas d'abord m'écrire dans la console tout ce que tu as récupéré comme paramètre. Je vais exécuter la fonction appelante pour pouvoir récupérer le résultat, et je renvoie le résultat. C'est pas très compliqué. Ça vous paraît un petit peu complexe quand on le voit, mais globalement, c'est pas extrêmement compliqué. Ça évite d'avoir à écrire ce genre de choses-là. On a tous vu ça dans du code JavaScript où on met un vieux console.log dans une fonction et on dit bon, un de ces quatre, on l'enlèvera et on fait ce qu'on appelle du code fantôme. Vous avez tous vu du code fantôme. Puis après, quand on livre en production, quand on fait F12, vous avez 8 512 000 lignes de hey, attention, j'ai écrit des bugs parce que là, ma valeur de retour de mon HTTP GET n'est pas forcément bon et qu'on a oublié de l'enlever quand on est passé un peu. Donc ce genre de choses-là vous permettront de passer une directive log et de pouvoir l'enlever, l'activer, suivant si vous êtes en prod ou pas. Je vous fais vite fait alors il y a plusieurs façons de faire, je fais vite fait une démonstration des décorateurs, donc qui est ici. Alors les décorateurs, j'ai ça où? Dans les démos, décorateurs, là voilà. OpenWizCode. Donc voilà ici la fameuse fonction log que j'ai ici. Et voilà ici l'implémentation que j'en ai faite. C'est exactement ce que je vous ai montré dans le PowerPoint. Et lorsque j'exécute ce code ici, là, je fais un getFullName
un get full name. Et évidemment, quand je vais l'écrire, il va d'abord faire le get full name et le console.log, mais en plus, il va loguer ce qui arrive derrière. Donc, lorsque je l'exécute ici, donc je vais faire F5. Hop, le voilà. Là, ici, j'ai le résultat. Et ici, je l'appelle alors, j'aurais dû mettre des espaces dans mon log, peu importe. Vous voyez ce qui arrive. Et globalement, ici, si je vous montre à quoi ça ressemble, donc ici, vous avez ici, vous avez mon log, donc voilà ma classe. Vous voulez voir à quoi ça ressemble, transpilé en code ECMAScript 5. Voilà à quoi ça ressemble. Donc si aujourd'hui vous voulez écrire un polyfill pour des décodeurs dans votre code ES5, voilà ce qu'il va falloir que vous écriviez. Mais ça, c'est du code qui est propre, c'est du code JavaScript et qui fonctionne sur ES5. Sur une directive, qui sont les décorateurs, qui sont peut-être dans ES8. Vous voyez un petit peu le gap qu'on est en train de combler avec ce genre de fonctionnalité-là. Alors je parle de TypeScript, mais vous avez d'autres avec Babel et autres. Et ici, dans mon appelant, je crois que le code appelant est non, il n'y a rien de particulier. Et log.js ici non plus. C'est surtout ici quand on va déclarer cette fonction @log. Okay, voilà. Et lorsque vous faites du Angular 2, est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait du Angular 2? Alors pour ceux qui n'ont pas vu, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Ici j'ai du Angular 2. Alors je crois que ça se passe par là. Donc, il me reste 3 minutes, je ne peux pas vous la faire en direct, mais globalement ici, j'ai un starter Angular. Et Angular 2, lorsque vous allez déclarer vos composants, je zoome encore une fois pour ceux du fond, je vois qu'il y en a qui commencent à perdre les yeux. Lorsque vous déclarez des composants ici, vous voyez qu'ici j'utilise ces fameuses directives qui permettent globalement de définir le sélecteur, de définir mon template et de définir mon CSS. Voilà un qui est peut-être un petit peu plus... non, là je ne l'ai pas là. Bon, bref. Vous avez aussi la même chose sur les modules, ici en déclarant un ng-module, etc. Donc là, je ne vous montre pas comment fonctionne Angular 2, mais vous voyez qu'ils utilisent déjà ce genre de choses-là. Et Angular 2 fonctionne très bien sur les browsers aujourd'hui, puisque derrière, c'est du TypeScript qui va générer du code JS classique. Voilà qui est fait. Alors, je continue. Il me reste 2 minutes 44, je suis plutôt bien. Alors, les métadatas, ça permet d'aller encore plus loin que les décorateurs. Les décorateurs, ça permet de faire un truc assez simple. Les métadatas, ça permet globalement de rajouter des données à un objet sans pour autant dénaturer l'objet. Si jamais vous avez une classe client et que dedans vous voulez faire un truc qui va s'appeler une propriété qui s'appelle debug, qui globalement donne le numéro de version de votre classe client, ça n'a rien à voir avec une classe client, on est d'accord. Et surtout quand je vais faire du JSON dessus, eh bien, je vais me retrouver avec cette fameuse propriété debug qui ne me sert pas, puisque c'est vraiment une propriété que vous allez utiliser vous en tant que développeur. Vous pouvez donc à ce moment-là créer ce qu'on appelle des métadatas qui vont rajouter cette propriété au contexte global de votre classe, mais sans pour autant falsifier ou dénaturer ce que va vous renvoyer un JSON.stringify, qui lui ne mettra pas la métadata à l'intérieur. Aujourd'hui, ça marche très bien dans tout ce qui est dependency injection. Angular 2 l'utilise à outrance parce qu'ils ont besoin de beaucoup plus d'informations que ce que peut donner les décorateurs aujourd'hui. Ils utilisent ce qu'on appelle les métadatas. Métadata plus décorateur permettent de créer des moteurs de dependency injection qui sont très puissants. Donc c'est une proposition qui est sur S7, qui n'est pas encore en stage 2, je crois. Vous avez aujourd'hui un polyfill qui permet de travailler déjà avec les métadatas, et donc Reflect Metadata, évidemment, c'est ce qui est utilisé par défaut dans mon sample et dans Angular 2. Je vais plus vite. Et globalement, ici, vous avez déjà des outils qui utilisent les décorateurs et les métadatas. Embarcify.js, qui est vraiment juste un framework de dependency injection que vous pouvez utiliser. Et après, vous avez Aurelia et Angular 2 qui ont leur propre moteur d'injection de dépendance qui utilisent les décorateurs et les métadatas. Voilà qui est fait. Les affirmations du fichier de dev de TypeScript, j'en parle pas, c'est pas très important. Et j'en arrive, il me reste 46 secondes, j'en arrive au moment philosophique de la journée. Voilà. Pour vous parler un petit peu, maintenant qu'on a vu un petit peu tout ça sur JavaScript, le futur, et je vous montrer un petit peu un transpiler. Globalement, aujourd'hui, la question qui se pose, et c'est Brendan, mon pote, qui la pose sur sa conférence, il fait d'ailleurs sa dernière conférence, c'est sur les transpilers, qui globalement dit, finalement, est-ce que aujourd'hui, avec tout ce qui arrive et qui va vite, et que l'on implémente au fur et à mesure dans des browsers qui eux aussi vont vite, puisqu'on a des native builds sur pratiquement tous les navigateurs, est-ce que demain, on va écrire encore du JavaScript?
C'est un petit peu ça l'idée. Est-ce que demain, on va encore écrire du pur JavaScript? D'accord? Est-ce qu'on ne va pas finalement utiliser JavaScript comme étant eh bien, une sorte de bytecode? Aujourd'hui, vous avez SMJS qui permet de prendre du code C++ et de le transformer en JavaScript performant. Mais jamais vous allez écrire la truc d'en bas, là. Hein. On est bien d'accord. Hein. Pour écrire du JavaScript comme ça, c'est la moitié, quoi. Okay. Aujourd'hui, vous avez des jeux complets qui fonctionnent sur SMJS qui sont du pur JavaScript. Après, vous avez aussi, donc là, vous irez voir cette démo-là, il y a une démo d'une partie d'échecs avec un algorithme qui est connu. On l'a juste écrit en SMJS et en pur JavaScript. Et évidemment, on limite le temps de réflexion de l'algorithme. Donc en JavaScript, en 100 millisecondes, eh bien, il réfléchit peut-être à 10 positions. En SMJS, il réfléchit à 1000 positions. Et forcément, SMJS gagne toujours à 99% des temps. Okay. Vous avez aussi WebAssembly qui va sortir. Et là, on sort carrément de JavaScript. Là, c'est carrément du bytecode, même du code binaire, qui va être interprété par le navigateur. Et ça, Brennan H est en train de le porter à un truc de dingue. Donc là, on sort carrément de JavaScript. Globalement, ici, là, je prends Scott Anselman, qui est un demi-dieu chez nous, hein, qui fait partie de Microsoft, et qui était d'ailleurs au MS Experience la semaine dernière. J'ai fait la plénière avec lui. Bref, j'ai eu même une photo avec lui. Qui globalement dit, finalement, est-ce que JavaScript, alors j'aime pas WebAssembly, je vais mettre bytecode, est-ce que justement JavaScript demain, ça serait pas le bytecode du web? Où finalement, on va pouvoir utiliser n'importe quel langage de haut niveau, qui soit C#, Java, ou que ce soit TypeScript, et qui finalement serait un langage intermédiaire. D'accord? Donc ça, encore une fois, c'est pas déterminé. J'ai tendance à vous dire que ben, ça viendra avec le temps. On est tous responsables de ce qui va arriver bientôt. Et ça reste quelque chose qu'il faut garder dans l'esprit parce que potentiellement, c'est le travail de demain, c'est notre travail de demain quand on fera du web. Dernière chose, je reprends encore une fois la réflexion de Brendan H. J'aime bien le personnage, hein, même s'il a fait partie de la fonction visuelle et que moi je suis chez Microsoft, j'adore le gars. J'ai mis la même image que lui, je ne sais pas pourquoi il met Wesley Snipes, mais bon, j'ai voulu garder à peu près la philosophie. Globalement, il dit que JavaScript, eh bien, on ne pouvait pas avoir quelque chose de rapide parce que c'était interprété, ben, c'est faux. Hein. On voit qu'aujourd'hui, on fait du web et des jeux en JavaScript. Est-ce qu'on ne pouvait pas le fixer? Ben, c'est faux. Aujourd'hui, les transpilers, le code typage, ça permet de fixer correctement JavaScript et de le faire scaler sur des gros projets. Même je peux vous parler de 2 gros projets sur lesquels j'ai bossé, on pourra en parler après si vous voulez, où il y a plusieurs milliers de fichiers JavaScript, et ça fonctionne bien, et en plus on travaille à plusieurs dans l'équipe. Ça pourrait être pas multicore GPU, bon on l'a vu, ben c'est faux, hein, CMD aujourd'hui c'en est la preuve. Tout le temps faux, et comme il dit à la fin de chacun de ses talks, always based on JS. Merci beaucoup.